poisson made in Sikasso dans ce 20h. Et oui, en plus des fruits et légumes, la région de Sikasso devient également une région de grande production de poissons. Ce produit n'est plus un luxe pour les Sikassois. Il est disponible maintenant et en toute saison. Un seul titre pour ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au Palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé également à des nominations. Sur ce plateau avec moi, Ibrahima Djambili, pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Bonsoir Ibrahima Djambili. Bonsoir Khadijatou Kone, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au chapitre des mesures législatives et réglementaires au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à l'adhésion de la République du Mali à la Convention numéro 155 et son protocole 155 sur la santé et la sécurité des travailleurs adoptés respectivement le 22 juin 1981 et le 3 juin 2002 à Genève par les 67e et 90e sessions de la Conférence internationale du travail. La Convention numéro 155 sur la santé et la sécurité des travailleurs adoptée le 22 juin 1981 institue un cadre de référence pour l'élaboration et la mise en œuvre de systèmes nationaux de sécurité et de santé au travail basés sur la prévention. Ce cadre vise à mettre en œuvre une politique cohérente pour prévenir les accidents et les atteintes à la santé des travailleurs et définit les responsabilités des employeurs et les travailleurs dans la réalisation des objectifs de la politique nationale de sécurité et de santé des travailleurs. La Convention est complétée par le protocole numéro 155 adopté le 3 juin 2002 qui précise les mécanismes d'enregistrement, de déclaration et de statistiques nationales sur la sécurité et la santé des travailleurs. L'adhésion de notre pays à la Convention numéro 155 et son protocole numéro 155 sur la santé et la sécurité des travailleurs contribue à renforcer la mise en œuvre de sa politique nationale du travail. 2. Des projets de textes relatifs à l'adhésion de la République du Mali à la Convention numéro 88 concernant l'organisation du service de l'emploi adoptée le 9 juin 1948 à San Francisco par la 31e session de la Conférence internationale du travail. La Convention concernant l'organisation du service de l'emploi permet l'organisation d'un service de l'emploi accessible à tous et gratuit tant pour les travailleurs que pour les employeurs. Elle recommande aux États membres, dans le cadre de l'efficacité du recrutement et du placement des travailleurs, de mettre en place un service de l'emploi comprenant un service central, des bureaux régionaux et locaux en nombre suffisant en vue, entre autres, d'aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises, de prendre des mesures appropriées pour faciliter la mobilité professionnelle et géographique, de recueillir et d'analyser toutes les informations sur l'emploi, d'aider autant qu'il est nécessaire d'autres organismes publics ou privés dans l'élaboration des plans socio-économiques de nature à influencer favorablement la situation de l'emploi. Les différentes mesures préconisées par la Convention se retrouvent dans la politique nationale de l'emploi dont la mise en œuvre est assurée par le gouvernement à travers la Direction nationale de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE et l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. L'adhésion à la Convention permettra à la République du Mali de consolider sa politique nationale en matière d'emploi. 3. Des projets de textes relatifs à l'adhésion de la République du Mali à la Convention numéro 181 sur les agences d'emploi privées adoptées le 19 juin 1997 à Genève par la 85e session de la Conférence internationale du travail. La Convention sur les agences d'emploi privées réglemente l'exercice de l'activité des agences d'emploi privées. Elle définit l'agence d'emploi privée comme toute personne physique ou morale indépendante des autorités publiques qui intervient dans le marché du travail pour, entre autres, rapprocher les offres et les demandes d'emploi, promouvoir l'employabilité des travailleurs, contribuer au renforcement des mécanismes de recherche d'emploi, notamment par la fourniture d'informations.
La Convention s'applique à toutes les agences d'emploi privées, à toutes les catégories de travailleurs et à toutes les branches d'activité économique, hormis le recrutement et le placement des gens de la mer. Elle renforce le cadre juridique d'intervention des agences d'emploi privées en vue de garantir une protection adéquate des travailleurs ayant recours à leurs services, notamment en termes de conditions de travail. La ratification de la présente convention permet à notre pays de consolider sa politique de réalisation de travail décent, dont l'un des objectifs stratégiques est de promouvoir l'emploi en créant un environnement institutionnel et économique durable. 4. Des projets de texte relatifs à la ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac adopté par la 5e session de la conférence des parties à la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé OMS réunie à Séoul en Corée du Sud. Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac a pour objectif d'éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac conformément aux dispositions de l'article 15 de la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé. Il vise en particulier à sécuriser toute la chaîne logistique du tabac concernant l'octroi de licence, la vérification diligente, la tenue des registres, les mesures de sécurité et mesures préventives, la vente sur Internet et par télécommunication, les ventes en franchise de droit, les zones franches et le transit international. Il prévoit l'instauration des régimes mondiaux de suivi et de traçabilité composés des systèmes nationaux et ou régionaux de suivi et de traçabilité d'un point focal mondial pour l'échange d'informations situé au secrétariat de la Convention. Il traite aussi des questions importantes concernant la coopération entre les États membres en matière d'échange d'informations et d'assistance technique entre les différents services de détection et de répression dans le cadre de l'élimination du commerce illicite des produits du tabac, les obligations des parties en matière de notification, les mesures financières et institutionnelles à entreprendre par les États membres, les infractions. La ratification de ce protocole permet à notre pays d'honorer ses engagements et surtout de bénéficier des mesures d'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de la lutte contre le tabac. 5. Des projets de texte relatifs à la ratification du protocole numéro 29 relatif à la Convention sur le travail forcé de 1930, adopté le 11 juin 2014 à Genève par la 103e session de la Conférence internationale du travail. Le protocole relatif à la Convention sur le travail forcé de 1930 a pour objet de combler les lacunes constatées dans la mise en œuvre de la Convention numéro 29 de 1930 sur le travail forcé à travers l'adoption par les États membres des mesures de prévention du travail forcé ou obligatoires concernant, entre autres, l'éducation et la formation des personnes considérées comme vulnérables, l'éducation et la formation des employeurs, la protection des personnes, en particulier les travailleurs migrants, l'appui des secteurs publics et privés pour prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire, la mise en œuvre des actions de lutte contre les causes provenant des facteurs qui accroissent le risque de travail forcé et obligatoire. La ratification du présent protocole permettra de consolider les différentes interventions du gouvernement en matière de lutte contre le travail forcé ou obligatoire. Au titre du ministère de l'économie et des finances, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif au contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures. Dans le cadre de l'harmonisation des textes communautaires, le Mali a adopté la loi numéro 089-13 ANRM du 10 février 1989 relatif au contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures. L'évaluation de la mise en œuvre de cette loi, à l'instar de celle des autres États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a révélé un certain nombre d'insuffisances, au nombre desquelles l'inadaptation de ces dispositions aux évolutions intervenues tant au plan interne qu'externe, l'application rare des dispositions
afférentes aux sanctions pénales à cause de leur complexité, l'absence de sanctions explicites à l'encontre des banques, des agents de change manuel, des entreprises commerciales et industrielles en cas de refus de communication des informations requises par les autorités chargées de veiller au respect des dispositions de la réglementation des relations financières extérieures. Le présent projet de loi apporte des réponses à ces insuffisances de la loi du 10 février 1989 et permet notamment d'harmoniser la législation malienne sur le contentieux des infractions aux relations financières extérieures avec celle des autres États membres de l'UEMOA, de faire respecter par les usagers la réglementation des relations financières extérieures, d'améliorer le taux de rapatriement des recettes et d'exportation, d'accroître la fiabilité des données de la balance des paiements et de réduire les délais de production et de diffusion des comptes extérieurs du Mali, de rendre plus efficace l'application des sanctions contre les infractions à la réglementation des relations financières extérieures, de faciliter l'application de la loi relative au contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures par une meilleure précision de certaines dispositions. Maintenant, au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, ambassadeur du Mali à Luanda en Angola, M. Diamou Keita, colonel-major. Premier conseiller à l'ambassade du Mali à Brazzaville, M. Oumar Keita, conseiller des Affaires étrangères. Premier conseiller à l'ambassade du Mali à Tokyo, Mme Kamara Marietou Diarra, traducteur-interprète. Premier conseiller à l'ambassade du Mali à Riyad, M. Sekou Boulkassoum Maïga, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Pretoria, M. Mohamed Traoré, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Rabat, M. Mohamed Traoré, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali... Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Pretoria, Monsieur Mohamed Traoré, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Rabat, Monsieur Bassinali Koïta, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Rome, Monsieur Mamadou Sogodogo, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Tokyo, Monsieur Mohamed Koulibaly, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Berlin, M. Alassane Touré, administrateur civil. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Riyad, M. Abou Zeidi Amidou Touré, administrateur civil. Troisième conseiller à l'ambassade du Mali à Pretoria, Mme Fatoumata Traoré, traducteur interprète. Quatrième conseiller à l'ambassade du Mali à Bruxelles, M. Samoudian Sidibé, conseiller des Affaires étrangères. Maintenant, au titre du ministère des Mines, chef de cabinet, M. Robert Diarra, inspecteur des finances, conseiller technique, M. Bafa Sangaré, ingénieur de l'industrie et des mines. Voilà, un peu marathon quand même, Kalidiatou connaît, bonne suite. Merci bien Ibrahima Djambélé et bonne soirée. Également, c'est communiqué, le gouvernement de la République du Mali, à travers le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, a créé le fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant, FAF, pour le financement des actions de développement de l'entrepreneuriat féminin, des actions de renforcement du leadership féminin et de la participation politique des femmes, des actions de réinsertion socio-économique des enfants en situation difficile. La cérémonie de lancement de ce fonds FAF a placé sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et sous la présidence effective du Premier ministre, M. Modibo Keïta, aura lieu demain, jeudi 10 septembre 2015 à 10h dans la salle de banquet au palais de Koulouba. Mise en place terminée à 9h30. Également, ce communiqué dans le cadre de l'organisation des élections communales, régionales et du district de Bamako, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a l'honneur de rappeler aux partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 septembre 2015 à minuit. Les imprimés de déclaration de candidature sont disponibles auprès des préfets et des gouverneurs de région et du district de Bamako. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension de tous.
Nous continuons ce 20h avec cette audience au Conseil économique, social et culturel. Son président, Dr Bolkassou Maïdara, a successivement reçu en audience ce matin la coordination des associations et groupements de la société civile, l'association des anciens cheminots pour la sauvegarde des rails et celle pour la protection de la promotion de la culture Dogon, Dina Dogon. Au menu, le retour de la paix au Mali, la relance des activités des chemins de fer et le développement de la culture malienne. Le point de ces audiences avec Daouda Sidiki Diarra. Unis dans l'action pour soutenir le Mali dans la recherche de la paix, c'est la volonté qui anime la coordination des associations et regroupements de la société civile. Cette rencontre de la coordination donne le ton de la série d'audiences auxquelles le président du Conseil économique, social et culturel a eu dans son agenda ce mercredi. Nous avons soutenu l'accord. C'est après la signature du 15 mai que nous sommes sortis le 26 pour le soutien total à l'accord auprès de la République pour avoir réussi cet éclat. Je pense que notre sortie n'a pas été vaine, puisque le 20 juin, aussitôt, l'autre branche est venue signer. Parce qu'il dit que le peuple s'est prononcé, le peuple a agi, le peuple s'est manifesté. Aujourd'hui, plus que jamais, ce problème est d'actualité. Nous sommes encore prêts, nous sommes en train de le préparer. On va soutenir notre État. Il faut que chaque Malien sache que le problème que nous sommes en train de vivre n'est pas le seul apanage du président de la République. Ce n'est pas dans le credo de son seul parti. Ce n'est pas un problème d'un gouvernement. C'est un problème du peuple malien. Et à chaque fois qu'un peuple agit, on écoute. Il est temps que le peuple, aujourd'hui, puisse se lever ensemble, faire une sorte d'union sacrée autour de la République. Pour qu'enfin on puisse respecter notre pays d'une part, mais soutenir ce président qui veut tout faire. La deuxième audience a concerné les anciens cheminots. Depuis 2003, on assiste à une dégradation des chemins de fer au Mali. Pour la relance des activités de ces transports ferroviaires, l'association des anciens cheminots pour la sauvegarde des rails est venue demander le soutien du président du Conseil économique, social et culturel. Et nous avons jugé utile de rencontrer monsieur le président du Conseil économique et social pour avoir son soutien dans notre démarche. Aujourd'hui, l'entreprise qui gère le chemin de fer, le Transrail, est confrontée à des difficultés. Nous, en tant que cheminots, mais nous pensons que nous devons être là aux côtés des autorités. C'est tout à fait normal. Les populations souffrent. Sur l'axe Kaï-Bamako, prenez le cas entre Kita et Maïna, où il n'y a pratiquement pas de route. Le seul moyen de transport, pratiquement, c'est le chemin de fer. Et s'il n'y a pas de train voyageurs, que font les populations? Pour boucler la boucle de cette série d'audiences, le président du Conseil économique, social et culturel a reçu l'association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Guina Dogon. Nous avons parlé de la paix au Mali. Nous avons parlé du développement au Mali. Nous avons aussi fait des propositions pour le développement du Mali dans le domaine du tourisme, dans le domaine de comment vaincre la pauvreté en République du Mali et beaucoup d'autres choses du genre. Pour sauvegarder la culture malienne en général, que les gens cessent de s'acculturer. Chaque ethnie que vous prenez en République du Mali a une culture, a une civilisation à nul autre pareil, et que chacun se mette à développer sa propre culture. Le Mali accueille demain, jeudi 10 septembre, et pour 72 heures, les médiateurs des pays de l'UEMOA. C'est à la faveur de la conférence sur la mise en œuvre des textes relatifs à la libre circulation des personnes et des biens. En plus de ce thème, les médiateurs vont discuter aussi de l'harmonisation des frais d'inscription dans les universités publiques de l'espace UEMOA. Écoutons les explications du médiateur de la République sur cette conférence. Baba Kibaïdara est au micro de Mohamed Diallo. Le but que nous recherchons en faisant cette conférence, c'est d'apporter notre appui, notre accompagnement à la commission de l'UEMOA dans la mise en œuvre et le suivi des textes que cette commission prend et qui s'adressent aux États membres. Donc, finalement, il s'agira d'une contribution de l'AMP UEMOA
aux efforts d'intégration sous-régionale et de bonne gouvernance menés par la Commission. Qu'est-ce qui va se passer? Ces deux thèmes interpellent les médiateurs, parce que la libre circulation des biens et des personnes inclut le respect des droits et des devoirs. Ceux qui circulent sont en général les citoyens issus des pays membres de l'Union, dont il faut assurer la protection des droits et des devoirs. Et quand ils circulent d'un pays à un autre, dans le cadre des lois communautaires, il s'agit de faire en sorte que leurs droits et devoirs soient préservés, soient respectés par, cette fois-ci, les agents de l'État qui sont chargés du contrôle des déplacements des personnes d'un pays à un autre. C'est pour cela que nous souhaitons rappeler à tous ces acteurs-là les textes qui existent et l'application de ces textes. En ce qui concerne l'harmonisation des frais d'inscription, si nous voulons aller vers une intégration, il faut bien organiser la mobilité dans le domaine universitaire. Or, des étudiants d'un pays peuvent souhaiter aller faire des études dans un autre pays appartenant à la même union. Or, dans chaque pays, en général, les gouvernements utilisent deux taux pour les frais d'inscription. Ce que l'UEMOA veut, c'est que si un non-national se présente dans un État, et si ce non-national est citoyen d'un État membre de l'Union, il doit bénéficier du même taux que les nationaux. Il y a des textes qui ont été adoptés, qu'il s'agit de transposer dans les textes nationaux et ensuite de mettre en application. Nous voulons donc faire le point de tout cela, voir quelles sont les difficultés, quels sont les dysfonctionnements et faire peut-être des recommandations pour aller de l'avant. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette interview après ce journal et je vous rappelle que l'ouverture de cette conférence est prévue demain jeudi à 9h au CICB. Elle sera présidée par le Premier ministre, chef de gouvernement. Assainissement du système de crédit dans la zone UEMOA. Le projet dénommé Bureau d'information sur le crédit sera exécuté par Crédit Info Volo, qui est une co-entreprise créée par Crédit Info et Volo Africa. Le projet démarre ce mois-ci au Mali et il permettra d'améliorer le taux de remboursement des crédits et de prévenir le surendettement. Le reportage est signé Salima Tandao. Le démarrage des activités du Bureau d'information sur le crédit, BIC, est imminent. Dans le cadre de ce projet, des contrats de prestation de services ont été signés entre Crédit Info Volo, exécutants du projet, et les banques, les établissements financiers et institutions de microfinance au nombre de 25. Nos équipes ont travaillé avec la Banque centrale pour mettre en place donc ce projet qui va permettre de collecter toutes les informations de crédit au niveau de l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. Et à partir donc de cette base centralisée, pouvoir donner, de restituer des informations permettant aux banques d'évaluer leurs clients au moment où ils font l'octroi du crédit. Vous savez que les mauvais crédits empêchent le financement. Nous parlons tout le temps au niveau politique, au niveau financier, de la faiblesse du financement de l'économie. C'est-à-dire, le bureau d'information sur les crédits permettra d'améliorer le financement de l'économie. La cérémonie de signature a été mise à profit pour que les représentants des institutions financières puissent faire part de leurs préoccupations quant à la bonne mise en œuvre de ce projet sous-régional. Les difficultés qui ont été soulignées concernent surtout le consentement. Il faudra faire comprendre aux clients que c'est dans son intérêt de donner son consentement. Si le système est en marche, ça doit contribuer à un abaissement des taux d'intérêt actuellement facturés aux clients. Dans le futur, Crédit Info Volo va travailler avec des entités non bancaires, à savoir les sociétés de télécommunications, de fourniture d'électricité et d'eau. La régularité du paiement des factures par les clients sera un critère pour l'octroi du crédit.
Comment parvenir à jeter les bases de l'Observatoire du Niger supérieur et du delta intérieur du Niger? La question est au centre d'un atelier international qui a ouvert ses travaux ce mercredi matin à Bamako. La mise en place de cet observatoire répond particulièrement aux besoins spécifiques de la Guinée et du Mali en matière de gestion de l'eau. On en parle avec Mamourou Sidibé. Il s'agit pour les participants de porter la réflexion et d'échanger entre eux afin de définir les indicateurs de mise en place de l'Observatoire du Niger supérieur et du delta intérieur du Niger. Nous devrions tous et toutes contribuer à l'établissement de l'Observatoire dès maintenant, en définissant ensemble les indicateurs que nous jugerons pertinents pour cet observatoire. Nous devons échanger également sur les outils et les méthodes pour une bonne collecte de l'information pour informer l'Observatoire. Nous devons aussi au cours de cet atelier répertorier les structures gouvernementales et ONG qui ont déjà des bases de données et qui puissent servir à l'établissement de cet observatoire. Cet observatoire sera d'une grande importance pour tous les utilisateurs des ressources naturelles du bassin du Niger, principalement ceux du Mali et de la Guinée. Nous sommes bien conscients des fonctions du fleuve Niger comme eau potable pour l'électricité, les barrages, industrie, transport, pêche, irrigation, élevage, biodiversité. Et en fait, c'est une ressource partagée par 9 pays. L'Observatoire du Niger supérieur et du delta intérieur du Niger sera complémentaire à celui de l'autorité du bassin du Niger. Le développement d'une telle initiative est une œuvre de longue haleine. C'est pourquoi elle doit reposer sur une dynamique inclusive de définition des rôles et responsabilités des parties prenantes et sa perception comme outil de valorisation et diffusion des données et informations éparses. En ouvrant les travaux de cet atelier, les professeurs ont invité les participants à fédérer les expériences et les efforts pour parvenir à jeter les bases d'un observatoire qui réponde aux besoins des décideurs politiques et des communautés locales. Parlons toujours de problèmes d'eau. La centrale hybride de Wili-Sebougou peine à satisfaire la demande. C'est le constat fait aujourd'hui par les membres de la commission eau, énergie, industrie, mines, artisanat et tourisme de l'Assemblée nationale au terme de leur visite des installations. Aruna Diarra et Nouhom Sissoko sur les traces des députés. La centrale hybride de Wili-Sebougou est composée d'un champ solaire avec des plaques photovoltaïques, une zone de stockage occupée par des batteries et la station thermique comprenant 4 groupes électrogènes. Cette centrale connaît périodiquement des baisses de tension dues à une demande de plus en plus croissante. Le grand constat, c'est la capacité en tout cas de production thermique qui est beaucoup plus au-delà des besoins demandés. Mais contrairement, la centrale solaire elle-même, aujourd'hui, a besoin d'un renforcement de sa capacité. L'objectif est de chercher à terme, c'est la réduction du coût de production qui doit se répercuter sur le coût de la facture à la consommation. La centrale fournit l'énergie thermique pendant 16 heures. Le solaire, quant à lui, prend le relais de 9h à 17h. La production des panneaux à l'heure actuelle est insuffisante par rapport à la demande. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à satisfaire la demande. Parce que les panneaux plus les batteries, c'est suffisant pour satisfaire la demande de la ville. Les députés ont également visité le centre de stockage et de traitement de l'adduction d'eau potable. L'extension du réseau et les défaillances sur les installations sont quelques sujets abordés. Et parlons de cette nouvelle pas trop bonne. Un cas de poliomyélite a été découvert au Mali. Cette situation a amené le gouvernement à mettre tout en œuvre pour empêcher l'évolution de cette maladie qui avait disparu depuis 2011. Les services de santé sont à pied d'œuvre pour une vaccination des enfants de 0 à 5 ans. Notre équipe de reportage s'est rendue au centre de santé de Yirimadio pour voir l'organisation pour vaincre ce mal. Je vous propose d'écouter Hamed Diallo, médecin-chef du centre de santé communautaire de Yirimadio. Il est au micro d'Isaac Chenou. Effectivement, il s'agit d'un cas importé. Un enfant de 19 mois qui est venu en traitement dans une clinique de la place. Et à partir des investigations qu'on a fait, on a pu confirmer effectivement c'est un cas de poliomyélite. Il y a un système de riposte qui est automatiquement organisé et tout le système a été mis en place pour pouvoir faire cette activité. Et pratiquement, nous sommes en train de mettre tout ce qui est possibilité pour pouvoir vraiment répondre à ce cas importé qui vient de nous arriver.
Ce système, c'est de vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans. Et la stratégie, c'est de passer de porte en porte dans chaque famille pour vacciner tous les enfants, pour qu'aucun enfant ne puisse échapper à cette vaccination. C'est venu de façon brusque et il est important quand même de passer l'information, de garder les enfants au niveau des familles pour qu'on puisse avoir vraiment l'effectivité de tous les enfants pour pouvoir échapper à cette contamination. La difficulté, c'est souvent les zones d'accès difficiles où nous avons vraiment des gens qui partent pratiquement en ville et qui ne reviennent que le soir. Donc une fois que l'information va passer, je pense qu'ils vont garder les enfants à la maison pour que les équipes puissent vraiment atteindre ces enfants. Depuis 2011, nous n'avons pas de cas au Mali. C'est parce que la population a accepté la vaccination et nous avons les résultats escomptés par rapport à ça. Et ce cas importé, je pense que nous allons le vaincre bientôt. Faites vacciner les enfants pour éviter cette maladie. On en vient au dossier de ce soir. La région de Sikasso est réputée pour ses fruits et légumes. Et sachez qu'aujourd'hui, elle devient de plus en plus une région de poissons également. Dans cette zone, le poisson est un produit de consommation de luxe et ce n'était pas facile de l'obtenir à un certain moment de l'année. Aujourd'hui, le poisson est disponible sur les marchés de Sikasso en toute saison. Le poisson made in Sikasso, voyons cela avec Sekou Konaté de l'ORTM Sikasso. Jadis lié à la région de Mopti pour le ravitaillement du marché en poisson d'eau douce, la région de Sikasso, depuis 2 ans, est en passe de devenir une région de poissons. Avec le concours des producteurs et les pêcheurs, Dieu merci, Sikasso devient de plus en plus une zone productrice de Avec la vulgarisation des étangs, le surcreusement des mares et la réalisation des barrages de retenue d'eau, on parvient à avoir beaucoup de poissons. Ce phénomène s'explique par la mise en place d'initiatives visant à promouvoir le secteur, des initiatives qui reposent sur les caractéristiques climatiques de la région et s'illustrent par une bonne pluviométrie, une présence de cours d'eau et de mares, mais aussi et surtout le développement de la pisciculture avec la présence du projet d'appui au développement de la filière aquacole, PRODEFA. Au démarrage de notre intervention, nous avons trouvé effectivement qu'il y avait quelques initiatives éparses d'appui à la pisciculture. C'était vraiment des appuis éparpillés et à impact très très limité. Mais nous avons empoissonné près de 200 plans d'eau et la production au niveau de la pêche de ces plans d'eau est passée pratiquement de rien en 2011 pour atteindre aujourd'hui près de 130 tonnes de poissons au niveau de ces plans d'eau. Pour ce qui concerne les privés, aujourd'hui, ils sont en mesure de mettre à la disposition de la population près de 15 tonnes de poissons au niveau des étangs et d'autres types d'infrastructures aquacoles. Actuellement, nous sommes en train d'appuyer 27 pisciculteurs à s'installer et à terme, ces 27 pourront faire augmenter la production de poissons de pisciculture de près de 70 tonnes. Face à l'intérêt manifeste des populations pour cette activité créatrice d'emplois et génératrice de revenus, l'Agence nationale pour l'emploi a choisi d'intervenir. En fin d'année 2014, l'ANPE a réalisé dans 3 localités de la région de Sikasso, je vais parler de Kouri, dans le cercle de Yorosso, Yanfolila, dans les villages de Ruru et de Wasada, des activités de formation concernant 62 jeunes dans le domaine de la pisciculture artisanale. Cette formation a été réalisée en partenariat avec les collectivités de ces différentes localités et après leur formation, l'ANPE a procédé à l'empoissonnement des 3 mares de ces 3 localités. De nos jours à Sikasso, même si le coût du poisson frais reste encore élevé, le marché lui est toujours fourni. Et le tout nouveau marché à poissons, inauguré par son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, apportera sans doute une réponse aux problèmes de coût et de qualité. On a pris très rapidement conscience que autant il est bon de booster la production, autant il est nécessaire
de mettre en place les meilleures conditions de commercialisation de cette production. Les avantages sont incalculables. Nous avons une place fixe, les moyens de conservation garantis et le marché. À l'ANPE et au PRODEFA, les bénéficiaires doivent rester engagés et vigilants. Il y a aussi des communautés villageoises qui prennent actuellement l'initiative de financer sur fonds propres le surcreusement de leurs mares et qui nous font souvent appui pour leur fournir des alevins et aussi pour l'accompagnement technique. Vraiment, tout le monde sait que le poisson, quand même, aujourd'hui, c'est d'avenir en tout cas pour la création d'emplois. Il y a des potentialités. Sikasso regorge énormément de cours d'eau. Sikasso, c'est une zone pluvieuse. Vraiment, Sikasso peut réussir dans ce domaine. J'y crois très fermement. En période de faible présence de poissons d'eau douce sur le marché, le poisson d'eau de mer, importé du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, vient pour combler le vide. Une activité en plein essor de nos jours en région de Sikasso. Rendons-nous maintenant à Koulikoro, où le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Ibrahim Fane, a effectué une visite au centre d'instruction Boubacar Sadassi. Cette visite se situe dans le cadre régulier de suivi de la formation offerte aux soldats maliens par l'EITM. Reportage Brima Kone. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Ibrahim Fane, en visite au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. L'objectif est de constater le déroulement de la formation des femmes au niveau de l'EITM. J'ai constaté un bon déroulement des formations, des cadres formateurs européens qui se montrent à la hauteur de l'attente qui leur est placée, avec un déploiement d'expertise très avéré. Et aussi des participants à la formation, donc du côté malien, des participants très curieux d'apprendre et aussi un enthousiasme très manifeste qui donne entière satisfaction au commandement malien que je représente et entière satisfaction aux formateurs de l'EITM. Le colonel-major Fane a suivi un cours dispensé au futur commandant d'unité et un autre sur le renforcement des capacités opérationnelles du GTA Debo. Le visiteur a prodigué des conseils aux soldats maliens et les a galvanisés à être assidus. Accompagné de son sous-chef d'état-major, le colonel-major Ibrahim Fane est reçu par le commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi qui imprime une marque de reconnaissance des bienfaits de la coopération militaire. Un sentiment de fierté, un sentiment de grande satisfaction, c'est ce qu'on appelle chef, qui vient constater de visu dans quelles conditions le système peut être amélioré, dans quelles conditions l'environnement peut être serein pour l'apprenant. Cette visite est perçue comme un pas fort dans le processus de formation des militaires maliens au niveau de l'EITM. 1,8 milliard de francs CFA, c'est le budget du prochain marché des arts du spectacle africain Massa. Cette 9e session aura lieu du 5 au 12 mars 2016 à Abidjan. L'annonce a été faite par les organisateurs qui étaient devant les journalistes et les opérateurs culturels du Mali. C'était hier à la Maison de la Presse et en présence de Cheikh Oumar Sangari. Réinventer les arts de la scène, c'est le thème évocateur de la 9e édition du marché des arts du spectacle africain Massa. Le budget prévisionnel de cet événement culturel de taille s'élève à 1,8 milliard de francs CFA. L'État va mettre sur la table, nous espérons, 500 millions. Le district d'Abidjan, 300 millions. L'OIF, 200 millions. Et le reste des sommes, c'est la direction du général du Massa qui est chargée de les recueillir. Et pour cela, nous avons fait appel à une agence de communication et nous sommes très confiants que nous pourrons rassembler ces sommes. Le conte, la danse, l'humour, le théâtre et la musique sont les disciplines retenues pour ce rendez-vous d'Abidjan. Un rendez-vous qui mettra sur scène une centaine de groupes artistiques pour près de 25 000 spectateurs attendus. Pour les organisateurs qui comptent sur une participation massive du Mali, le prochain Massa sera celle des innovations. Nous allons travailler quelques mois en avant pour coordonner tout ça, afin que nous puissions avoir non seulement le public adéquat, mais aussi avoir une qualité d'artiste et dans des conditions de présentation vraiment idoines
qui vont faire que les artistes vont prétendre avoir certainement beaucoup plus de marché. Le marché des arts du spectacle africain 2016 aura lieu du 5 au 12 mars. Rappelons que le Massa a été créé en 1993 et a lieu tous les 2 ans. Le gouvernement du Mali a reçu un quota supplémentaire de nombre de personnes pour le Hajj 2015. Ce geste de l'Arabie Saoudite a réussi grâce à l'implication personnelle du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Les agences de voyage qui avaient dépassé leur nombre de pèlerins ont aussi une nouvelle chance. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, dans son adresse, n'a pas manqué d'inviter ces agences à plus de clarté dans le travail. Écoutons Tierno Oumar Asdiallo. Il est au micro d'Abdul Karim Kaba. La filière gouvernementale, Dieu merci, tous les pèlerins sont partis, bien rentrés. Alors, mais il s'est fait qu'au niveau de la filière dite privée, alors il y a un certain nombre de problèmes, notamment pour ce qui est du dépassement du quota qui leur sont alloués. Il y a donc des pèlerins de certaines agences privées qui sont là toujours à radoter un peu. Par la grâce d'Allah, on a bénéficié de l'intervention et de la compréhension d'abord soudaine du président de la République, Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta, et qui promptement a pu établir des contacts avec Sa Majesté, les rois des 2 saintes mosquées. Nous avions pu avoir un quota supplémentaire de la part de nos partenaires saoudiens. Donc c'est ce nombre de quotas qui est en votre disposition et qui est là appartient à l'État malien. Et les conditionnalités, le directeur général de la maison du Hajj en fixera et ceux qui sont preneurs s'y conformeront. Pour me résumer, qu'il n'y a jamais eu de crise de visa, il n'y en a pas eu. Chaque agence savait combien lui revenait comme quota. Et en tout, ils avaient 7500 sur le partager. Le Mali est le seul pays au monde à avoir 140 agences. 140 agences. On nous a écrit, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, sur des plaintes de la partie saoudienne. 140 agences. Et c'est le pays où le pèlerinage est organisé en dernier lieu. À 2 semaines encore, il n'y a pas d'inscription, où des gens continuent à s'inscrire. Alors voilà, donc cela, c'est des tares qu'il faudrait corriger. Donc c'était surtout ce message. Rassurer donc Maliennes et Maliens, musulmans et musulmans, que cette crainte de rater ce pèlerinage, comme dirait l'autre, ne s'est pas produite parce qu'ils sont appelés. L'association Djitoumou Kounkan, en partenariat avec le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, a procédé au lancement de sa journée de reboisement. Plus de 4000 pieds seront plantés. Adama Koulibaly. Les populations du Djitoumou sont maintenant fortement sensibilisées sur les méfaits de la désertification. La préservation de l'environnement est au début et à la fin de toute activité humaine. C'est pour ça. L'association, appuyée par le département de l'environnement et par des personnes de bonne volonté, a choisi de reboiser des hectares dans certains villages de la localité de Wouléssebougou. D'abord, dans le village de Tenemambougou, à une vingtaine de kilomètres de Wouléssebougou, où plus de 2000 pieds seront plantés. Là, les autorités du village, conscientes de l'importance de l'arbre, ont accepté de céder près de 10 hectares de terres cultivables pour le reboisement. Férékoroba est un autre village qui a reçu les officiers de la cérémonie de lancement de cette journée de reboisement. Férékoroba entend reboiser 1 hectare. Il y a une option prise par une bonne partie de la population pour la protection de l'environnement, surtout pour la protection de la flore. J'ai trouvé que cela est un exemple à encourager et à vulgariser. Ce que nous pouvons dire en tant que service de l'environnement à l'association, c'est de continuer effectivement à s'organiser. Nous allons venir effectivement constater le taux de réussite de cette plantation. Association apolitique avec un objectif uniquement développement local, Djitoumou Kounkan, avec l'appui de ses partenaires, a mené plusieurs autres projets pour le bien vivre des populations. Et ce livre a désormais dans les librairies. Les éditions Diamana mettent à la disposition du public une série de nouvelles intitulées Les Rampants de Monsieur Magma Gabriel Konaté. Les Rampants est un appel aux Africains à puiser dans les traditions et coutumes pour mieux se projeter dans l'avenir et construire une communauté culturelle indépendante, responsable de son destin. Les Rampants à lire absolument.
Sport pour boucler ce journal. Un stage pour arbitre d'élite est ouvert depuis lundi à l'hôtel Olympe, initié par la FIFA en partenariat avec la Fédération malienne de football. Une quarantaine d'arbitres maliens prennent part à ce stage. Abdelkarim Kaba. La crème de l'élite des arbitres maliens sont en cours de mise à niveau. Ils sont près d'une quarantaine à prendre part à ce stage de la FIFA pour arbitre. Pendant 5 jours, les référés vont suivre des cours entre autres sur les techniques d'arbitrage, le travail d'équipe, les fautes tactiques et orgies. Le comité exécutif de la Fédération malienne de football considère la formation comme pierre angulaire du développement du football. Nous sommes aidés dans cette tâche par la FIFA qui a conçu et élaboré pour les associations membres des programmes de formation depuis 8 ans. J'ose espérer qu'au sortir de ce stage, vous serez dotés de connaissances et de techniques vous permettant de rester dans l'élite de l'arbitrage africain et mondial pour le bonheur de notre sport roi et l'honneur de notre pays. Vous êtes les élites de ce pays, raison pour laquelle la FIFA a envoyé des instructeurs pour vous mettre en phase, c'est-à-dire vous mettre dans les conditions requises pour diriger les rencontres du championnat national et surtout la Coupe des Confédérations et autres, c'est-à-dire les compétitions de la CAF. Donc pour cela, il faut être très attentif et être assidu pendant ce cours. Ces genres de stages sont régulièrement organisés au Mali. La présente session est dirigée par des instructeurs de la FIFA. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue demain à 10h et à 13h avec Rachel Tessougué. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour les éditions du soir. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Et bonne soirée à tous.